Bienvenue dans les rendez-vous de l'histoire avec aujourd'hui Brigitte Rochelandais que nous retrouvons avec plaisir. Brigitte qui vient de publier aux éditions 7 Histoire des violences faites aux femmes, humiliation, violences sexuelles et féminicide, avec la préface de maître Isabelle Streyer qui est avocate au barreau de Paris et spécialiste des violences faites aux femmes et aux enfants, en particulier violences physiques, psychologiques et sexuelles. Alors on va aborder un sujet dans cette deuxième émission qui m'a profondément marqué quand même, Brigitte, dans votre ouvrage, c'est ces femmes, 20 000, vous le dites, qui ont été tondues au moment de la libération de la France en 1944 dans certaines villes de France et certaines ont été même, je dirais, fusillées. Alors de quoi s'agit-il exactement quand on parle de ces femmes tondues? Qui étaient-elles et qui étaient les tondeurs aussi d'une certaine manière? Qu'est-ce qu'on leur reprochait à ces femmes tondues? Il faut savoir que le sujet des femmes tondues, c'est un sujet très très récent. Parce que les historiens n'ont pas voulu s'emparer du sujet parce que c'est un sujet très peu glorieux. Oui, c'est vrai. Bon, les tondeurs, ce sont des hommes. Les tondus, ce sont des femmes. Et c'est en l'an 2000 que Fabrice Virgili a travaillé dessus et son directeur de thèse lui a dit non mais tu vas pas travailler là-dessus parce que c'est pas un sujet glorieux. Et en fait, il a travaillé. C'est lui qui a trouvé le chiffre de 20 000 femmes, 50 hommes. Il y a eu 50 hommes tondus, donc vous voyez, c'est pas significatif, je dirais. Oui, tout à fait. C'est vraiment la majorité. Punition. 99% c'était des femmes. Voilà, donc vis-à-vis des femmes. Donc ces femmes tondues, on les a tondues suite à la guerre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la France a gagné la guerre, certes, mais la France a été occupée pendant 4 ans. Donc on a reproché à ces femmes, alors oui, il y a eu des femmes qui sont tombées amoureuses de l'ennemi. Bon, c'est une question de morale, ça. Hein, c'est pas parce qu'elles étaient amoureuses d'un Allemand ou qu'elles avaient des relations qu'elles ont trahi la patrie. Mais ça, c'est une question de morale, donc c'est très compliqué. Par contre, il y a eu des collaboratrices, il y a eu des femmes qui ont dénoncé des maquis, qui ont dénoncé des résistants, qui ont œuvré, qui étaient d'ailleurs dans la collaboration, qui adorait Hitler, par exemple la tondue de Chartres qui est connue avec cette photo de Frank Capra, elle disait que la France, il lui faudrait un Hitler pour que ça aille bien. Donc elle a été tondue, elle n'a pas été fusillée. Donc on voit bien qu'il y a des femmes qui participent, qui collaborent avec l'ennemi. Sciemment. Donc ça, c'est plus compliqué à gérer. Et puis, il y a des femmes qui sont forcées de collaborer, c'est-à-dire qui travaillent comme interprètes, ou qui travaillent comme cuisinières, secrétaires, enfin dans les commandantours, parce qu'il n'y a pas d'argent, et puis que les commandantours les payent. Bien sûr, elles n'ont pas de... Il faut qu'elles vivent. Donc, il faut qu'elles vivent. Donc, ces femmes-là, elles vont être également dénoncées. Alors, à la fin de la guerre, donc... les hommes, évidemment, et les femmes aussi, les femmes qui n'ont pas collaboré, si vous voulez, les femmes le peuple, vont dénoncer ces femmes qui ont soit profité, soit été amoureuses, soit trahies. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont été dénoncées pour rien, je dirais, parce qu'elles ont travaillé et qu'elles étaient obligées. Alors, c'est toujours de la morale, ça. Donc, c'est toujours de la morale. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, c'est parce que on analyse les tontes comme une répression menée par les hommes. Ce sont toujours des hommes qui sont les tondeurs. Ce sont les hommes qui touchent le corps de ces femmes. Ce sont les hommes qui les montrent. Les femmes, elles suivent, ou elles applaudissent. Et ils les promènent dans les rues. Ils les promènent dans les rues. Ils les déshabillent, dénudés. Et c'est surtout parce que les hommes se sont sentis une frustration, peut-être. Une frustration, mais surtout qu'ils se sont sentis coupables puisque la France a été occupée. Donc les femmes, un pays occupé, c'est un pays pénétré. Les femmes sont pénétrées. Ça date de l'Antiquité. Et donc ces hommes, les Français, n'ont pas su être les vainqueurs, défendre leurs femmes. Donc ils se sont dit, nos femmes se sont couchées devant. La France s'est couchée devant l'ennemi, et nos femmes ne se sont couchées devant l'ennemi. Donc on va les punir puisque on ne peut faire que ça. Donc c'est pour ça qu'on a tondu ces femmes. Mais alors il y a eu des femmes collaboratrices qui ont été punies par la loi, par la justice. Mais il n'y avait aucune loi pour la tondre. Il n'y a aucune loi qui indique
qu'il faut qu'elles soient tondues. C'est vraiment le peuple masculin qui décide de les punir, de les martyriser, et puis de les rendre, de les invisibiliser quelque part, parce qu'elles vont être tondues, elles vont être très visibles, mais après elles rentrent à la maison, elles ne sortent plus. Oui. Est-ce que les prostituées qui allaient avec les Allemands, il y avait des maisons closes à cette époque-là, est-ce qu'elles s'étaient considérées aussi comme collaboratrices et qu'elles méritaient, elles ont été tondues. Alors justement, non, les prostituées à Besançon, on a eu dans la rue Battant, il y a eu plusieurs maisons closes, et donc quand les Allemands arrivent à Besançon, ils se réservent 3 maisons closes, et ils réservent 3 maisons closes aux Byzantins, on va dire. Donc les 3 maisons closes pour les soldats allemands, que pour les soldats allemands, comme ça ils regardent si les filles sont bien propres, tout ça. D'ailleurs, dans les autres maisons closes, les prostituées abritaient des résistants. Hein, c'était... Et donc, les filles qui ont été réquisitionnées par les Allemands n'ont jamais été tondues parce qu'elles ne l'ont pas fait. Elles étaient forcées. Si elles ne voulaient pas rester dans la maison close pour les Allemands, ils les envoyaient en camp de concentration. Elles étaient déportées. Voilà. Donc, si vous voulez. Mais ces femmes-là n'ont pas été tondues. Très, très rarement. Très rarement. Vraiment, c'est pas un cas. Alors, ce que vous racontez dans votre livre, c'est que ça peut aller jusqu'au meurtre, parce que ces femmes, il y a eu 3 femmes, je crois, en Bretagne, qui ont été donc tondues, mais aussi assassinées d'une certaine. Oui, à Monterfil, c'est après la libération. Il y a 3 femmes qui étaient cuisinières dans un petit village. Elles ont été dénoncées comme collaboratrices, alors que bien sûr elles travaillaient pour les Allemands. Elles étaient payées et surtout elles ramenaient à manger chez elles. Et les gens avaient faim. Et ça, on a reproché aux collaboratrices, aux travailleuses d'avoir à manger, parce que les gens avaient vraiment faim pendant la guerre. Bien sûr. Et donc, à un moment donné, après la libération, un jour de beuverie, les garçons vont récupérer ces 3 femmes et vont les dénuder, vont les tondre, les emmener dans une forêt, les pendre, les tuer avec des pelles, et même leur faire creuser leur tombe, et donc elles vont être enterrées. Est-ce qu'ils ont été jugés? Alors, rien du tout. Pas du tout pendant, je dirais, 50 ans, silence total sur cette histoire qui a pesé lourd dans le village. Il fallait surtout pas en parler parce qu'il y avait un des hommes qui était le fils du maire. Donc il fallait rien dire. Et c'est seulement depuis 10 ans que l'histoire a été révélée, qu'on a cherché les corps, qu'on les a enterrés dignement par rapport, par respect pour elles et par respect pour les familles. Oui. On ne veut pas évoquer tout le problème de la prostitution, mais vous l'évoquez quand même dans votre livre. La plupart la prostitution, c'est de la violence sexuelle. Ah oui, c'est une violence sexuelle. Oui, ça c'est sûr. Et c'est aussi le moyen, les maisons closes, c'est aussi le moyen d'invisibiliser la prostituée, puisqu'on l'enferme. Voilà. Alors on va revenir quand même sur le viol, parce que le viol, on en parle beaucoup en ce moment, avec le procès de Mazan, avec ces 51 hommes qui sont jugés par la cour criminelle d'Avignon. C'est un autre problème. Enfin, le viol... Vous en parlez longuement dans votre ouvrage. Alors on se rappelle qu'en 1971, dans le Nouvel Observateur, il y a eu ce fameux manifeste des 373 femmes, je crois, sous la houlette de Simone de Beauvoir, Catherine Deneuve et Delphine Seyrig. Et ça, est-ce que ça a changé, je dirais, la loi sur le viol à partir de 1971. Là, oui, parce que c'était suite à un viol d'une jeune fille qui s'était fait avorter. Donc, comme l'avortement était interdit, et même après un viol. Ce qui va vraiment changer la donne, en France, c'est le viol l'affaire d'Aix-en-Provence en 1977. Plaidé par Gisèle Halimi, où ce procès est public. Alors qu'il aurait dû être à huis clos. Un peu comme le procès de Mazan. Exactement. Donc ça va faire vraiment un effet, une bombe extraordinaire, d'autant plus que dans ce procès de 77, donc ce sont deux jeunes femmes qui font du camping sauvage, qui se baignent toutes nues. Alors évidemment, tout le monde va dire, elles l'ont bien cherché. Il y a eu 3 hommes qui ont été condamnés. 3 hommes qui ont été condamnés, qui d'ailleurs les familles auraient voulu payer pour en catimini. Ça a été, elles ont tenu bon. C'était des Belges, 2 femmes belges. Oui, 2 femmes belges, oui. Donc il y en a une qui d'ailleurs a été enceinte, elle a dû se faire avorter. Enfin, c'était très compliqué. Mais ce procès de 1971, a marqué les esprits parce que les hommes ont été condamnés. Depuis très très longtemps, il y a toujours eu une loi contre le viol. Dans l'Antiquité, même 1750 avant Jésus-Christ, dans le Code Hammurabi, il est dit, si la femme a crié,
c'est qu'elle était non consentante. Si elle n'a pas pu crier, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas la sidération, l'homme est libéré. Oui. Et puis la Bible dit, si la femme a crié, ben, c'est qu'elle n'était pas consentante. Si elle n'a pas pu crier, c'est qu'elle était consentante. La Bible en parle aussi. Bible, oui, dans l'Ancien Testament, c'est très très clair. Hein. Si le viol a eu lieu dans un champ, elle n'a pas pu être entendue. Voilà, donc l'homme est coupable. Mais si la viol a eu lieu dans la ville, et si elle n'a pas crié, si personne ne l'a entendue, voilà, elle était consentante. Oui. Voilà, donc c'est vraiment un sujet qui est ancestral, le viol. Universel. Et universel, bien sûr. Et c'est vraiment dramatique, puisque pendant très longtemps, on n'a pas écouté la parole des femmes. Et surtout, au Moyen-Âge, les hommes ne veulent pas que les femmes disent qu'elles ont été violées. Parce que dire qu'une femme de la famille a été violée, c'est porter atteinte à l'honneur des hommes. Oui. L'honneur des hommes passe par la réputation des femmes. Donc une femme qui s'est fait violer, c'est une femme facile, impure en quelque sorte. Impure, souillée, humiliée. Oui. Est-ce que cela va changer au cours des siècles, jusqu'à 1971 par exemple? Alors ça n'a pas beaucoup changé. Non, c'est quand même. Le code Napoléon. Ben non, parce que le code Napoléon, c'est la femme est sous l'emprise de l'homme. Non, et puis non, il y a rien qui a changé. Par rapport au viol, vraiment, c'est seulement depuis le MLF, les années 70 que ça va évoluer, mais avec beaucoup de difficultés, puisqu'on voit que dans toutes les affaires, il y a beaucoup d'affaires qui sont classées sans suite, parce que c'est très difficile de prouver qu'il y a eu viol. Ça, c'est très difficile. On n'écoute pas les femmes, en quelque sorte. Voilà, on n'écoute pas les femmes, elles doivent rester silencieuses. Oui. Le viol, c'est un des rares crimes qui fait de la victime une coupable. Oui. C'est-à-dire qu'elle devient coupable parce qu'elle a dénoncé et que c'est faux. Vous voyez, c'est le seul. Et le viol, tout comme la prostitution et les féminicides, sont vraiment les trois symboles les plus violents de l'appropriation du corps des femmes. Alors le viol est une arme de guerre. De guerre. Oui. Enfin, encore aujourd'hui. Ah oui, bien sûr. Hier, j'écoutais environ 10 000 Ukrainiennes qui ont été violées par les Russes. Oui. Et puis le viol de guerre a toujours été... Brantôme me dit au XVIe siècle, en 1580, pénétrer un pays, c'est pénétrer ses femmes. De toute façon, les femmes aiment la force des soldats. Ah oui, on a tout dit, on voit ça. On se retrouve dans quelques instants après cette courte pause où on évoquera très longuement, pour terminer cette émission, sur les féminicides. Quand le passé se fait présent, les rendez-vous de l'histoire, Jean-Paul Maigret sur RCF. Brigitte Rochelandais, notre invitée, avec son dernier ouvrage, Histoire des violences faites aux femmes. Alors, un grand chapitre est consacré au féminicide. Alors, on va revenir au féminicide dans le cours de l'histoire. À quelle époque, vous, chercheuse, je rappelle que vous êtes docteur en histoire des mentalités, vous avez retrouvé les premiers féminicides, Brigitte? Alors, les premiers féminicides vraiment actés, il y en a sans doute avant, oui. C'est pendant la période antique, puisque le père de famille a le droit de vie ou de mort sur les filles. C'est-à-dire, à la naissance d'un enfant, le père regarde le sexe de l'enfant. Si c'est un homme, si c'est un garçon, même pauvre, on le garde. Si c'est une fille, on l'expose, on la tue, on l'abandonne. Donc, chez les Grecs, l'exposition des enfants, l'infanticide genré est un fait avéré. On retrouve ça après en Chine.
Et en Inde, hein, puisque avec l'obligation d'avoir un seul enfant en Chine, on préfère avoir un garçon qu'une fille, donc si c'est une fille. Et en Inde, on enterre les petites filles avec de la terre dans la bouche pour les enterrer et elles meurent comme ça. Donc c'est, vous voyez, c'est ancestral, mais c'est encore d'actualité. Et puis après, l'Église interdit le féminicide avec le christianisme. C'est pour ça qu'on installe des tours dans les villages pour que les mères déposent les enfants, les nouveau-nés, pour éviter qu'elles ne les tuent. Oui. Mais au 19e siècle, il y a pas mal de féminicides. Aussi au 19e, à Paris. Les petites bonnes. Les petites bonnes qui sont abusées par les maîtres. Et qui, leur patron, si leur maîtresse dit, si tu es enceinte, je te renvoie. Donc elles cachent leur grossesse et elle le tue, tue l'enfant. Oui. On a retrouvé beaucoup de fœtus dans les latrines à Paris. Et il y a une excellente thèse sur ce sujet au 19e siècle. Les petites bonnes, c'est douloureux. Oui. Alors ce terme de féminicide, quand même, Brigitte Rochelandais, il est récent, non? Oui. Il est très récent dans son utilisation, mais Paul Scarron, au XVIIe siècle, utilise le mot fémicide. Ah oui. Pour parler de des brutalités faites aux femmes, mais ça ne va pas être repris en compte. Mais c'est vraiment dans les années 70 que ce terme va être utilisé aux États-Unis, féminicide, et qu'il va être repris en Europe et en France, c'est surtout à partir de 2012. 2012. Alors, dans les féminicides dans l'histoire, on va l'évoquer, puisque vous êtes spécialiste aussi de cela, Brigitte Rochelandais, c'est le marteau des sorcières. Oui. De quoi s'agit-il quand on parle du marteau des sorcières? Alors, pour moi, le marteau des sorcières, c'est le seul ouvrage féminicidaire que je connaisse. Je n'ai jamais lu un livre, alors peut-être qu'il en existe ailleurs, hein, un livre qui dise « Il faut tuer des femmes ». Voilà. Le marteau des sorcières, écrit par Henri Institoris, donc l'instigateur. Il y a deux signatures, mais il y en a qu'un qui a vraiment écrit. Donc c'est un dominicain, c'est un inquisiteur. Il publie ça en 1486. Absolument. C'est un homme de son époque. C'est un homme extrêmement érudit. Oui. C'est pas du tout un pauvre homme. Hein. C'est un homme qui connaît Thomas d'Aquin, qui connaît Saint-Augustin, mais qui est très superstitieux aussi, qui connaît toutes les légendes. Et donc il est fasciné par le fait que le diable va envahir la terre, qu'il va avoir une secte sur terre faite de servantes, sur toutes servantes, et donc c'est pour ça qu'il écrit le Malleus Maleficarum, qui se traduit par le marteau des sorcières. Il y a eu des procès de sorcellerie un peu avant, mais avant on parlait des sorciers et des sorcières. Lui, non, c'est la femme est une sorcière, il faut tuer la femme. Voilà, donc c'est un ouvrage vraiment féminicidaire. Et il y croyait vraiment, ce dominicain. Il croit que vraiment que, les sorcières s'envolent sur leur balai. Oui, ça, oui. Il croit vraiment que les sorcières ont des dons extraordinaires. Il pense que les sorcières castrent les hommes. Il pense que les sorcières récupèrent les pénis des hommes, les mettent dans des petits nids et leur donnent des graines tous les jours. Il raconte des choses incroyables, mais il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Et il y a un ouvrage très important qui va se perpétuer. Ah oui, qui aura un best-seller. Le marteau des sorcières, c'est un best-seller. Qu'on retrouve dans toute l'Europe? Qu'on retrouve dans toute l'Europe, traduit en latin, enfin écrit en latin, et traduit seulement en allemand au 19e siècle. Mais à chaque publication, c'est un best-seller, il est épuisé. Moi, quand je faisais ma thèse, j'avais acheté la version donc des années 70. Elle a été épuisée très rapidement. Oui. Vous avez été étonné parce que vous avez lu à ce moment-là? Ah oui, alors c'est un ouvrage qui est difficile à lire, c'est gros et bon pour la petite, il faut déchiffrer. Enfin, c'était en français là, mais c'était en latin. Il y a tellement d'allusions à tous les grands auteurs théologiens qu'il faut vraiment faire des fiches. Oui. On va terminer par le droit de corriger sa femme. C'est un féminicide, ça, le droit de corriger sa femme. Est-ce que ça existe depuis longtemps, le droit de corriger sa femme? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dès l'Antiquité, les hommes ont tout droit sur les femmes. Dans l'Antiquité grecque, ils peuvent tuer leurs femmes. Ils risquent rien. Voilà. Ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas jugés. Pas condamnés, non. Par contre, faire empoisonner la femme de quelqu'un, oui. Mais pas sa propre femme. Voilà. Donc, à partir du Moyen-Âge, on voit que l'Église dit il faut suivre les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, pas d'adultère, tu ne voleras point. Et puis, à partir du Xe siècle, il y a des lois. Déjà, la loi salique de Clovis, qui va durer jusqu'au XVe siècle, dit que l'homme peut battre sa femme si elle n'est désobéissante. Oui. Alors ça veut dire quoi être désobéissante? Ça c'est très large. Oui. Et puis c'est une définition qui est
qui pose problème. Qui pose problème, oui. Mais c'est surtout ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du XIIe siècle, il y a les coutumes. Donc les coutumes régionales, c'est-à-dire que il peut y avoir une coutume spécifique à un village, à une ville, à une province, et dans ces coutumes, ça règle la vie des gens. Et les gens connaissaient parfaitement leurs coutumes, puisque le soir, au coin du feu, on parle des coutumes. Alors c'est pas des coutumes de manger du pain avec du fromage, ce sont des coutumes pour gérer la vie des gens, par rapport aux champs, par rapport aux vaches, par rapport à la vie du couple. Oui. Et donc dans plusieurs coutumes, ça peut être social et familial. Oui. En Europe, il y a le mari peut battre sa femme, peut châtier sa femme, peut, si elle était désobéissante, la corriger comme un enfant, peut à Bruges, c'est le mari peut corriger sa femme, il peut même se tremper les pieds dans son sang, il ne sera pas puni si elle ne meurt pas. Oui, si elle ne meurt pas. Vous voyez, et puis à Barège, il y a en 1440 une coutume qui dit le mari peut même tuer sa femme s'il s'en repent avec sympathie, il sera pardonné. Donc ça va impacter, si vous voulez, nos mentalités. Bien sûr que nous, aujourd'hui, on trouve ça, quand je les montre, les gens rient. Enfin, c'est pas très rigolo, finalement. Mais ça va impacter le fait que l'homme a tout droit sur sa femme, qu'il peut la corriger. Et on peut corriger une femme, donc on peut lui imposer des violences. Et puis, si elle en meurt 15 jours après, on va pas forcément rapporter la mort par rapport aux violences. Donc, le mari ne sera pas condamné. Et si un mari tue sa femme sur le coup de la violence, il peut toujours être jugé, être condamné, mais il peut demander pardon au prince dans les lettres de rémission, et donc le prince peut lui dire, bon, on oublie tout, vous avez une amende, mais vous ne partez pas aux galères. Donc on voit que le féminicide, puisque c'était pas le terme actuel d'autrefois, mais est toléré par la société. Et puis au XIXe siècle, évidemment, la loi change, les lois changent, on évolue, mais le féminicide, c'est-à-dire le meurtre de sa femme ou son assassinat, est donné comme un drame passionnel. Il l'a tué par amour. On va romantiser ce féminicide. Donc c'est grave, parce que les gens disent « Ah oui, elle est morte, elle avait un beau visage calme ». Les plus grands romanciers, Zola va en parler dans La bête humaine, il dit « L'entier va l'étreindre une dernière fois, puis la tuer ». Mais il la tue par amour, il est fou d'amour, donc il la tue. Un crime passionnel. Voilà, un crime passionnel, un drame passionnel, mais on ne tue pas par amour. Bien sûr. Alors vous citez aussi un apothicaire de Besançon, je crois. Oui, ça j'avais trouvé ça. C'était une femme qui demandait la séparation à l'officialité, puisque le divorce n'est pas permis, mais on peut demander la séparation à l'officialité. Donc cette femme, elle a subi des viols de son mari, viols conjugaux. Une violence extrême. Il l'a fait avorter, enfin il la tape tellement qu'elle avorte 3 fois. Il l'isole de la famille, c'est vraiment le pervers narcissique dans le procès, c'est très bien expliqué. Et en fait, le juge lui dit, oui, mais bon, il faudrait quand même faire un petit effort vis-à-vis de votre mari, et donc la séparation ne peut avoir lieu. Et puis, j'ai trouvé un autre cas où, pareil, le mari bat la femme, et le juge, l'officialité, lui dit, oui, mais enfin, votre mari, c'est un bon travailleur, il gagne bien sa vie, donc il faudrait faire quand même un petit effort. Donc les femmes n'étaient pas protégées, ça c'est sûr. En tout cas, ces féminicides sont toujours d'actualité. On sait qu'il y a un féminicide tous les 3 jours en France. La société en prend conscience, les tribunaux aussi, le législateur aussi. Oui, bien ça sûr. Change un petit peu les mentalités. Les mentalités vous qui faites des conférences sur le sujet. Les mentalités évoluent. Alors, il faut instruire les enfants d'une autre manière, éduquer les petits garçons d'une autre manière, et puis mettre de l'argent sur la table pour protéger les femmes. Voilà, protéger les femmes. Donc, dans vos conférences, vous avez beaucoup de questions là-dessus? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de monde aux conférences sur le viol, chose très nouvelle, et beaucoup de monde aussi sur les féminicides. Alors on sait que les féminicides, il y en a beaucoup aussi en Afghanistan, partout. En Iran, dans tous les pays du monde, et que donc ce livre arrive à point nommé peut-être, Brigitte? Oui. C'est une manière de comprendre comment s'est construit la misogynie et la violence faite aux femmes pour peut-être mieux la déconstruire. Merci, peut-être un prochain ouvrage. Oui, peut-être. J'y pense. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte Rochelandais. Donc, je rappelle le titre de votre ouvrage, Histoire des violences faites aux femmes, humiliation, violence sexuelle, féminicide, un ouvrage publié aux éditions 7. Et puis, vous avez eu la chance quand même d'avoir la préface d'Isabelle Steyer, de la maître Isabelle Steyer, avocat au barreau de Paris, et puis spécialiste. Qui est très connu des médias. Voilà, on voit régulièrement dans les médias, en particulier sur France 5, dans C'est à vous. Merci beaucoup, Brigitte Rochelandais, et à très bientôt.